Pépito, qu'avez-vous pensé des déclarations de Cristiano Ronaldo cette semaine? Voilà, je pense que avec l'âge, le melon explose. Je trouve presque ça un peu pathétique d'avoir perpétuellement à revendiquer, oui, je suis le meilleur joueur de l'histoire. T'en es maintenant quand même à tailler Pelé parce que tous ses buts n'ont pas été filmés. Enfin, je sais pas si on se rend compte à la fois de la bassesse de l'argument et de la petitesse de comportement. Voilà, de toute façon, moi j'ai toujours trouvé que Ronaldo avait un ego surdimensionné, Messi aussi d'ailleurs quelque part. Je dirais que certainement pour avoir un niveau aussi stratosphérique pendant autant d'années, il faut forcément avoir un ego surdimensionné et quelque part ne penser qu'à sa gueule. Voilà, t'es peut-être pas obligé que ça se voit autant dans tes interviews et je trouve que ça déprécie un peu le personnage, d'autant qu'à chaque fois qu'il met un but dans son pauvre championnat d'Arabie Saoudite, il tweet encore un but. Bon, voilà. Yvous me dit, dans ton dossier sur les Bleus, tu dis qu'en 98, bien avant le mondial, tu avais dit qu'on a le meilleur joueur du monde. Mais de quel joueur parles-tu, Pierrot, vu qu'avant le mondial, il me semble que Zizou n'était pas encore considéré comme le meilleur? Bah oui, sauf que moi, je le considérais comme le meilleur. Je veux le considérer, alors peut-être potentiellement comme le meilleur. Oui, c'est de lui dont je parlais, parce que j'avais dit on avait le meilleur gardien du monde, la meilleure défense du monde et le meilleur joueur du monde. Donc oui, effectivement, c'est de lui que je parlais. Finalement, il m'a pas tellement donné tort, puisqu'il a mis les 2 buts en finale. Anatole du 49. Je ne sais pas si cette question est utile ou pertinente, mais pensez-vous que le PSG a digéré le transfert de Mbappé au Real? Oui, je pense qu'ils ont digéré le transfert de Mbappé uniquement parce que il y a cette trouvaille assez incroyable à mettre au crédit de Luis Enrique d'avoir mis Dembélé avant-centre, ce qui était quand même pas scellé dans le marbre quand on connaissait l'inefficacité assez chronique d'Ousmane. Et là, évidemment, il est transformé. Après, c'est vrai que il y a d'autres explications que le changement de poste d'Ousmane. Il y a l'éclosion de Désiré Doué qui me paraît importantissime. Barcola qui a quand même des stats impressionnantes depuis quelques matchs en termes de buts et de passes D. Kvaratskhelia qui apporte une solution et un profil encore différent. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, l'attaque du PSG est devenue très performante, mais il faut se souvenir qu'en début de saison, c'était surtout l'inefficacité du PSG qui plombait les matchs. Je parle du match contre même Gérone, même l'Atlético Madrid ou Eindhoven. C'est cette incapacité quasi chronique à mettre des buts qui leur a, même l'année dernière au match retour contre Dortmund, où même si Paris avait raté son match, ils avaient eu largement les munitions pour l'emporter. Pépito me dit, dans tous les championnats, les résumés de matchs sont disponibles tout de suite, alors qu'en France, aucune image avant le dimanche à minuit. Comment la Ligue peut-elle accroître son attractivité si même en France, on n'arrive pas à voir les images des matchs? Ça fait partie des choses sur lesquelles il faudrait travailler. Enfin, déjà, avant de travailler, il faudrait réfléchir. Je sais pas si c'est un terme qui leur convient, parce que voilà, effectivement, pour qu'un championnat soit attractif, il faut déjà qu'il soit visible. Et on le sait, avec le faible nombre d'abonnés de DAZN, le championnat est beaucoup moins visible qu'avant. Les buts sont effectivement retardés sur les réseaux. Donc ça fait beaucoup de choses. Il faudrait travailler là-dessus plutôt que de se branler sur oh là là, c'est formidable, on a des bons résultats. Je me répète semaine après semaine, la manière dont cette ligue est gérée est catastrophique. Nico d'Amerjvir me dit, Tchouaméni tombe bien bas, comprends-tu l'obstination d'Ancelotti et Deschamps avec lui, en défense centrale lent et maladroit, et au milieu manque de technique. Le problème, c'est qu'avec les blessures en cascade, hein, faut quand même se souvenir qu'il y a 3 arrières centraux Maús au Real, là-bas
Rudiger et Militao, que les trois sont blessés plus ou moins gravement. Alaba a été blessé pendant 1 an, Militao est encore blessé pour plusieurs mois, Rudiger va revenir dans quelques semaines. Donc c'est contraint et forcé que qu'Ancelotti fait jouer Tchouaméni en défense centrale, où on sait que c'est pas son meilleur poste. Mais sinon, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que c'est un joueur qui stagne au milieu de terrain. Je trouve qu'il manque de personnalité avec la balle, et qu'il manque d'investissement dans ce qu'il fait sur un terrain. Je pense qu'il devrait pouvoir faire beaucoup plus. Fabrice me dit, tu penses quoi de la réserve faite par Caillot et Reims avant le match face à l'OL? Lui qui était déjà dans le fameux groupe WhatsApp époque Covid. Ah bah, il a fait une grosse semaine, Caillot, entre je laisse pas la recette à Bourgoin-Jallieu parce que il a fallu payer l'avion, alors qu'en fait il est resté Reims est resté dans la région jusqu'au match de Lyon, donc argument totalement fallacieux. De toute façon, je l'ai pratiqué pendant 1 an au club. C'est le pire des radins, quoi. Et en plus, radin et procédurier, puisque tu déposes une réserve contre Almeida, alors que le contrat a été entériné par la Ligue. Donc, de toute façon, tu sais que ça n'a aucune chance d'aboutir. Lui, comme Toulouse ou comme Marseille qui a envoyé un courrier, c'est petit, c'est minable, ça grandit pas le foot français. Voilà, de toute façon, le joueur est venu gratuitement. En plus, Lyon a quand même fait de gros efforts pendant ce mercato pour se séparer de beaucoup de joueurs. Donc, à un moment donné, voilà. Puis en plus, pour agrandir le débat, je pense qu'Almada en France, c'est plutôt pas une mauvaise nouvelle en termes de footballeur. Yvous me dit, j'ai une question people. Beaucoup de joueurs qui se marient très tôt dans leur carrière avec des épouses ayant un rôle moteur dans leur réussite, la dynamique change à la fin de la carrière. Y a-t-il plus de divorces chez le footballeur retraité? J'ai pas fait de statistiques. C'est vrai que les footballeurs se marient jeunes parce que besoin de stabilité, parce que je pense aussi que c'est un phénomène où leur entourage joue un rôle et que on les incite à se mettre en couple tôt. Voilà. André Santos, il a même pas 21 ans, et il est déjà papa à Strasbourg. Après, t'as des pays où on se marie beaucoup plus jeune. Rai était père à 16 ans et grand-père à 33. Donc oui, les footballeurs se marient jeunes, mais quelque part c'est normal parce que quand tu deviens footballeur professionnel, écoute, quelque part ta maturité se décuple au niveau de ta vie quotidienne, de tes moyens financiers, de l'organisation qui est autour de toi. C'est des choses qui te font grandir dans ta tête et qui te poussent peut-être effectivement à te mettre en couple plus jeune que quelqu'un du même âge et qui n'est pas footballeur. Ludovic Gavard me dit quelques questions. Du coup, le conflit Jacquet contre l'équipe vient juste de l'Euro médiocre de 96 où il y avait-il autre chose? Comment Duluc et tes compères ont pris l'interview de Jacquet qui dit « Je n'oublierai jamais ». Ils l'ont mal pris. De toute façon, à partir du moment où tu le prenais pour un gros paysan et un gros naze, tout ce qui allait dans ce sens ou qui n'allait pas dans ton sens à toi ne faisait que confirmer ce que tu pensais. Effectivement, je pense que l'Euro 96 raté, tu perds au tir au but en demi-finale, mais c'est cette demi-finale contre la République tchèque dans un Old Trafford avec 10 000 spectateurs, avec une équipe tchèque décimé par les blessures et les suspensions, ce non-match de l'équipe de France, l'absence de Ginola et Cantona. Il y a eu aussi le tournoi de France de 97 qui n'a pas été non plus une réussite formidable. Il y avait un faisceau de craintes. Objectivement, que l'équipe et d'autres, parce qu'il n'y avait pas que l'équipe à l'époque. Beaucoup de personnes étaient hostiles à Aimé Jacquet avant le début de la Coupe du Monde, sauf que il y en a plein qui, à partir du moment où la Coupe du Monde a commencé, ont enlevé les critiques, ont mis une écharpe bleu, blanc, rouge, ils se sont mis à crier « Allez les Bleus ». L'équipe, elle, a continué sa campagne de doute,
qui s'est malheureusement transformé en campagne de dénigrement, puis limite même d'attaque personnelle. Et c'est dommage, parce que je pense que Aimé ne méritait pas ça, et en plus le résultat du mondial lui a donné amplement raison. Kéké Détente me dit, même s'il peut avoir un comportement à la limite quelquefois, Mehdi Benassia a le mérite de ne laisser personne indifférent, dans un sens ou dans l'autre. Dirais-tu qu'il faut plus de personnalité comme lui dans le foot? Oui, c'est très intéressant ce qu'il dit, cette capacité à avoir une exigence énorme vis-à-vis de son groupe. Elle est très très intéressante aussi. Je pense qu'il a parfaitement analysé le club où il était, c'est-à-dire que d'un côté, il te parle de ses grandes ambitions pour l'OM, mais d'un autre, il te dit qu'il restera pas longtemps parce que il a compris que l'OM c'était une machine à te lessiver et que c'était très difficile de survivre à une mauvaise période, même si t'as par exemple un mois et demi où tu gagnes pas un match, ton crédit il s'est tout de suite dilapidé. Donc je pense qu'il a l'intelligence de pas s'enflammer des louanges actuelles. Après, c'est vrai qu'au niveau du recrutement, il travaille très bien, sans dépenser non plus une fortune incroyable. Pour l'instant, c'est un sans faute. Maintenant, je veux voir ce que va donner l'OM à la fin de la saison. Est-ce qu'il y aura encore une fois 7 ou 8 départs et 7 ou 8 arrivées? Parce qu'il est évident que si Marseille continue comme ça, ils n'y arriveront jamais. Kéké Détente me dit... Des matchs à 19h en semaine, des équipes pro qui prennent les rencontres par-dessus la jambe, pas de diffusion en clair, plus de prolongation, très peu de communication sur l'événement. Quelqu'un a encore quelque chose à faire de la Coupe de France dans le foot français? Je sais pas, l'autre jour, Philippe Diallo a dit qu'il voulait réformer la Coupe de France. On te regarde, papa, on t'attend, hein, on aimerait bien voir ça aussi. Effectivement, t'as raison, des matchs en semaine à 19h, et surtout des équipes, voilà, je veux dire... Quand tu vois Strasbourg, qui met même pas l'équipe B, mais l'équipe C, puisqu'il fait il fait jouer des joueurs qui sont arrivés l'avant-veille, il fait jouer le petit Messi qui n'avait joué qu'un match contre une Nationale 3 avant, alors que tu joues quand même contre une Ligue 1 à domicile. C'est un petit peu suicidaire, c'est un manque de respect pour cette compétition, ce qui est assez étonnant de la part d'un entraîneur anglais, parce que la Cup en Angleterre, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ceci dit, regardez, en Angleterre, Liverpool s'est fait sortir par une équipe de division inférieure, alors parce que il a fait tourner totalement son équipe, alors que il caracole en tête de Première Ligue, il est qualifié directement pour la Coupe d'Europe. Il aurait très bien pu mettre une équipe moins mixte. C'est dommage. Alors je peux aussi comprendre que des clubs se disent que cette compétition peut servir à donner du temps de jeu à certains joueurs qui jouent finalement assez peu en championnat. Mais il faut savoir ce qu'on veut, quoi. C'est à un moment donné, tu dois pouvoir aussi trouver le juste panachage entre les clubs, entre les joueurs indispensables à ton équipe, et puis d'autres qui peuvent effectivement un peu plus tourner. Benoît Martin, vous parlez rarement de Michel Platini, mon idole de jeunesse, au-delà du joueur. Ne pensez-vous pas qu'il aurait fait un meilleur dirigeant de la FIFA que son dirigeant actuel qui se balade? Alors là, il a mis Notre-Dame et Trump. Je pense qu'il parle du président de la FIFA qui était à la réouverture de Notre-Dame, à l'investiture de Trump. Michel, il aime le foot. Ça, c'est quelque chose d'incontestable. Il aime le foot et je l'ai un petit peu croisé. Il était toujours... comme je l'ai dit, hein, je pense que je l'ai déjà dit dans un face à Pierrot. Après Reims, il me dit alors, le fait d'être de l'autre côté, ça t'a appris l'humilité? Et je lui avais dit non, pas trop, hein, parce que je vois tout ce qui va pas et tout ce qu'il faudrait faire pour que ça marche mieux. Et puis à une cérémonie du Ballon d'Or, il m'avait pour le coup vraiment félicité pour la qualité de mes interventions. Et c'est vrai que quand c'est quelqu'un de ce niveau-là qui fait ça, ça te fait plaisir. Je pense qu'il a surtout été victime de la calomnie d'un vrai politicien comme Blatter. Il a été rayé de la carte à cause de ça, que ça lui a fait du mal. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas envie de revenir et qu'il est peinard dans son coin. Mais bon, c'est quelqu'un qui a énormément compté dans le foot, c'est évident.